Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 9 janvier 2025, mesdames et messieurs, 9 jours seulement au compte de l'année 2025 et nous espérons que vous vous êtes réveillés sur de bons pieds ce matin encore. Une fois encore, merci donc de nous préférer sur la lucarne de la télévision nationale et bienvenue dans l'émission Génie sur Coloma qui vous permet de comprendre l'ensemble des activités dans leurs multiples facettes, une fois encore à travers des personnes ressources. Et puis ce matin ou dans ce numéro, vous comprendrez, nous allons donc parler des cas d'incendie répétés de toute nature, une fois encore ces dernières années qui préoccupent plusieurs observateurs, notamment les journalistes scientifiques qui décident donc de prendre la parole cette fois-ci afin d'édifier les observateurs sur les tenants et aboutissants d'une telle situation qui préoccupe, mais aussi et surtout proposer des pistes de solutions afin de minimiser ces fléaux dans notre pays. Monsieur Kamara Aboubakar, journaliste et chroniqueur scientifique, est notre invité du jour sur la question. Et puis la diplomatie guinéenne se justifie donc par le dynamisme actuel de sa diaspora à travers la bonne organisation de ses filles et fils évoluant hors de nos frontières. Une fois encore, c'est le cas des citoyens guinéens vivant aux États-Unis et précisément à New York. Monsieur Diallo Mamadou Saliou est président de la communauté guinéenne de New York. Il va donc avec nous essayer de vous édifier sur l'ensemble des activités de la communauté guinéenne de New York, mais également l'apport dans le développement en Guinée, mais aussi la réussite des activités de la représentation diplomatique. Certainement, avec les chroniqueurs et consultants sur ce plateau, vous aurez d'autres éléments de surprise sur ce plateau s'il y en a. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci d'être confortablement installés. Je commence par le consultant de tous les jeudis, Mohamed Max Kamara, qui n'est plus à présenter. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour encore à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et bonjour à mon aîné pour une fois. Je suis sur le plateau avec un aîné, Bakar Kamara, avec qui on a trouvé ici à la RTG. Okay. Abakar Junior, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de partout à travers le monde. C'est pas une surprise aujourd'hui, tout le monde est Kamara sur ce plateau. Voilà. Monsieur le chroniqueur scientifique, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Dieu merci. De l'autre côté, monsieur Mamadou Saliou Kamara, de l'autre côté, président de la communauté guinéenne. Ah oui, Diallo, c'est Kamara quand même, vous le savez, l'histoire des patronymes. Hein? Voilà. Bonjour, monsieur Ismaël. Et comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Le climat américain ne vous manque pas? Pas tellement. Hein. Ah oui, parce que vous êtes déjà sous le climat de votre pays d'origine. Exactement. Et le climat qui vous a vu naître avant d'évoluer, avant de partir. Exactement. Et là encore, on vient se ressourcer, on vient s'enraciner et pour dire attention, quand on va, c'est pour aller aider le pays de l'autre côté. Nous allons tout savoir tout à l'heure sur ce plateau à travers cet entretien que nous allons donc avoir avec vous. Ok, merci. Abakar Junior, comme d'habitude, est-ce qu'il y a rapidement quelque chose en termes de non-inscrits? Ah oui, toujours aujourd'hui, on va débarquer au ministère de l'Industrie et des PME, géré par Dr Yaka Sidibé, une dame ministre qui est en train aujourd'hui de faire des innovations et des changements d'ailleurs. Qui ne surprennent pas, hein, parce qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, oui, elle en a fait quand même assez. Elle a assez fait ses preuves. Certes, on n'a pas accès à toutes les informations de son département, mais on cesse de s'informer, de voir un peu ces mutations qui sont en train aujourd'hui de se réaliser pour aussi, surtout sur l'emploi jeune, Ismaël, parce que c'est une première en Guinée qu'on trouve un fonds de garantie aux entreprises. Au fait, quand tu es jeune entrepreneur, tu n'as pas les moyens, la banque peut te prêter de l'argent, d'accord? Et puis, il y a un fonds de garantie auprès des entreprises dont l'État s'engage au cas où le projet ne progresse pas, que tu puisses, n'est-ce pas, être remboursé, la banque puisse être remboursée par l'État. C'est une première fois. Alors le conseil d'administration de ce fonds s'est réuni la semaine dernière pour passer au peigne fin tous les paramètres, n'est-ce pas, qui peuvent permettre de financer y compris le profil des détenteurs d'entreprise, de ces jeunes entrepreneurs, parce que il ne faudrait pas quand même se dire qu'il y a un fonds de garantie et il faut aller tout de suite souscrire pour pouvoir décaisser et utiliser l'argent à d'autres fins pour faire gaspiller et pour dire attention, il y a une garantie. J'espère qu'il y aura tout un nombre, en tout cas toute une batterie de critères qui vont vraiment caractériser le décaissement ou la sélection même de ces jeunes entrepreneurs. En fait, ce qui est extrêmement important, ce qui est plus important ici, c'est la volonté politique
d'avoir ce fonds. Parce C'est que salutaire. ça n'existait pas. Oui. D'accord, ça c'est déjà un. Deuxièmement, aujourd'hui, tous les jeunes qui doivent avoir, n'est-ce pas, le financement dans les banques sont encadrés par l'APIB, l'Agence de promotion des investissements privés. Cette structure permet aux jeunes de savoir, quand tu dois investir dans tel secteur, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, quels sont les risques. Tous ces paramètres sont connus d'avance avant d'avoir accès à des crédits. On ne peut pas quand même se réveiller un beau matin pour dire que je suis Exactement, pour dire entrepreneur que aussi. je suis entrepreneur, Non, donc c'est tout un processus. Junior, moi je pense que quelque part, ce n'est pas de fait qu'ils ont installé ce fonds-là pour les entrepreneurs qu'il faut saluer. Et moi, en Guinée, toute première expérience, on a vécu ici, toute première expérience. Sinon, les gens ont des très bonnes idées, mais à la longue, c'est saboté, ça ne réussit pas, c'est ceci, c'est cela. C'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont, comme tu as dit, est-ce qu'ils ont utilisé tous les paramètres pour permettre à ces jeunes, pour mettre sur place de toute façon des critères qui vont permettre à ces jeunes-là d'évoluer. Parce que, regardez, quand tu prends de l'argent avec l'État, si tu n'arrives pas à réussir dans ton projet, qu'est-ce que tu vas devenir en fin de compte? Il y a tous ces aspects-là qu'il faut revoir. Certainement, et que, c'est effectivement, en fait, l'État, la première fois, il a parlé. oui, pour la première fois, c'est vrai, mais l'expérience est amère en Guinée dans ce sens-là. L'État a plusieurs instruments pour mettre à l'aise sa jeunesse, ça il faut le dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi FONIGE, le fonds d'insertion des jeunes. Alors ce fonds existe, mais ce qui fait problème en Guinée, en fait, il y a des structures très importantes, mais qui n'ont aucune politique de communication pour permettre, n'est-ce pas, aux ayants droit, aux bénéficiaires directs d'avoir accès à ces fonds. Sinon, il y a fonds... Ou même de FONIGE, connaître, ou tout au moins de connaître leurs droits. Oui, exactement. Sinon, il y a FONIGE qui existe. Alors, ce fonds de garantie, quelle est l'importance, Ismaël? Aujourd'hui, on a vu que, bon, on parle de l'entrepreneuriat, mais c'était plus dans les discours que sur le terrain. Au fait, tu ne peux pas voir, par exemple, dans une préfecture où tu trouves 3, 4 entreprises de PME, genre, qui sont encadrées par ces structures de l'État. Donc, pour inverser la tendance, il faut faire la pratique et laisser les beaux discours. C'est de matérialiser alors toute cette volonté politique du gouvernement sur le terrain. Donc, aujourd'hui, le conseil d'administration a examiné les paramètres, comme je l'ai dit, mais il s'avère que le résultat n'est pas sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que les recommandations de l'année dernière, il faut les reconduire pour permettre à ces jeunes d'avoir accès à ces fonds? Alors, c'est ce qui a été validé par le conseil d'administration de ce fonds. Alors, plusieurs fonds ont des conseils d'administration, d'ailleurs que moi, personnellement, je ne comprends pas trop leur utilité parce que généralement, ils vont te dire, bon, le CA va se retrouver pour valider tel projet, mais tu ne verras pas le CA sur le terrain pour voir exactement est-ce que ce qui est dit dans les bureaux s'applique sur le terrain. Voilà le talon d'Achille, mais j'espère qu'avec la refondation, que tout va rentrer dans l'ordre. Oui, espérons ainsi parce que, en tout cas, les bonnes volontés politiques ne manquent pas et surtout l'État... je dirais que les autorités ont trouvé beaucoup de priorités sur la table, ils ont trouvé beaucoup de priorités dans le pays et j'espère que dès lors que nous rendons visible, dès lors que nous rendons officielle une politique ou une stratégie, j'espère qu'il y aura ce qu'on appelle tout ce qu'il faut pour pouvoir garantir et pérenniser, n'est-ce pas, ces idées, afin qu'elles puissent prospérer, c'est ce qui est extrêmement important. Mais mon inquiétude, moi, de l'autre côté, déjà tu l'as répondu, c'est le fait que ces jeunes soient d'abord encadrés, n'est-ce pas? Il faut connaître, il faut maîtriser la matière, il faut maîtriser le monde des affaires, l'environnement des affaires, l'environnement des investissements. Il faut être outillé parce que nous avons vu quand même des entrepreneurs, franchement, qui se sont levés. Il faut quand même saluer leur prouesse, il faut saluer leur courage parce que ils ont quand même n'étant pas encadrés par une école, même n'étant pas sortant, n'est-ce pas, d'une école, ils ont réussi à mettre en place quelque chose, n'est-ce pas, qui a réussi. Mais ce n'est pas comme si c'est de manière scientifique, une construction scientifique, des étapes à suivre et une construction qui se fait de façon laconique, c'est-à-dire qui se fait de façon mécanique et qui se fait à l'absence de tout un schéma. J'espère que ce n'est pas les mêmes. Mais c'est salutaire qu'il y ait vraiment des structures d'encadrement de ces jeunes afin de les permettre de décaisser. Moi, je pense que de décaisser et de prospérer, de faire ce qu'on appelle... Ce sont des fonds revolving, n'est-ce pas? Exactement. Et au niveau de ce département stratégique qui est le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Ismaël, c'est un véritable levier de développement parce qu'il faut se dire qu'il y a des textes de loi qui sont aujourd'hui votés pour protéger les investissements privés. Donc le code des investissements est validé par le Parlement, c'est-à-dire le CNT, et personne ne peut modifier même une virgule dedans. C'est ce qui est extrêmement important.
Et dans tous les investissements, 40% doivent revenir aux investisseurs locaux, c'est-à-dire les entreprises qui sont guinéennes. C'est-à-dire ce droit les revient selon le code des investissements. Malheureusement, il y a des entreprises qui marchandent leurs droits aux expatriés, car cela ne tienne. Mais avec ce grand projet Simandou, nous espérons qu'il y a des co-traitances et des sous-traitances permettant, n'est-ce pas, à ces jeunes entrepreneurs d'émerger. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de la grande classe, dire que c'est des opérateurs économiques, non. Même Itumel, toi qui as une petite entreprise pour faire peut-être des caniveaux, tu dois avoir ta part dans le projet Simandou. Sauf que je n'ai aucune expertise en matière de... Exactement, donc c'est pourquoi tout le monde doit se tourner vers l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, moi je pense qu'on va donner également la parole sur la question, parce que là c'est un sujet non inscrit à la diaspora de s'exprimer là-dessus. Ouais. C'est extrêmement important parce que tout ce qui est en train aujourd'hui de se passer dans le pays, je sais qu'il n'est pas là pour ça, mais c'est quand même un Guinéen qui observe tout ce qui se passe également dans le pays. Et leur souhait aussi, c'est de participer à tout ce qui est en train de se passer. Monsieur Diallo Mamadou Saliou, vous venez donc d'écouter notre chroniqueur et notre consultant sur cette question. D'abord, je peux dire que c'est une excellente idée. L'idée elle-même, ça donne de l'espoir. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se complaignent qu'il n'y a pas d'appui. Beaucoup aussi pensent que c'est l'argent qui fera marcher leur projet. Tandis que ce n'est pas l'argent en liquide, mais c'est les idées qui vont vraiment aller devant. Et puis l'argent vient en appui. Donc voir l'État s'engager, et cela, bon, moi je pense que c'est une excellente idée qui va contribuer au développement de la jeunesse, si réellement elle s'adonne pour réussir concrètement. Oui. Je dirais, merci beaucoup pour cette contribution. Abakar, je dirais qu'il n'est pas souhaitable quand même que ces petites et moyennes entreprises restent, n'est-ce pas, au stade de petites et moyennes entreprises. C'est de faire en sorte que ces petites et moyennes entreprises aussi se développent et deviennent des grandes entreprises pour céder également la plateforme ou le périmètre de petites et moyennes entreprises à d'autres débutants qui vont, n'est-ce pas, commencer à enclencher le pas pour devenir. Parce que quand on a beaucoup plus de multinationales dans le pays, ça va nous permettre beaucoup plus de grosses entreprises dans le terrain. Et ça va nous permettre effectivement d'évoluer. Je ne sais pas si notre chroniqueur scientifique, au-delà du sujet qu'il amène, certainement, puisque là c'est une question de jeunesse, vous avez encadré pas mal de jeunes, et surtout dans le domaine aujourd'hui de ce métier de journalisme. Radio, télé, et d'ailleurs, voilà, qui aujourd'hui, franchement, font la fierté, je veux parler de ces jeunes, qui sont passés par votre école, font la fierté, n'est-ce pas, de l'environnement ou de la sphère médiatique de notre pays. Mais moi, je dirais simplement en raccourci que un projet, quand on lance un projet, quand l'État lance un projet, que ce soit l'État, que ce soit une société, dès que vous mettez en œuvre un projet, pour que le projet puisse aboutir, le premier pas à fournir, c'est le marketing commercial. Le marketing commercial, ça veut dire quoi? Ça veut dire vendre le projet. C'est comme Simandou. Il ne s'agit pas de dire à Simandou 2040, il faut vendre l'image du projet. Si vous ne faites pas un bon marketing, le projet est condamné à mourir. Ça ne sera pas soutenu par la population, ça ne sera pas soutenu par les bailleurs de fonds. Il est important donc que les gens apprennent. En Guinée, on a ce problème-là de marketing. C'est-à-dire le marketing, c'est la communication. Vous savez, nous sommes dans le 3e millénaire. Le 3e millénaire, c'est le millénaire de la civilisation hypersymbolique. La civilisation hypersymbolique, ça veut dire quoi? C'est la civilisation de la communication, du marketing. Tout ce que vous devez faire, il faut communiquer très fort, il faut faire le marketing. Mais en Guinée, on n'a pas tellement de faiblesse. On a cette faiblesse. Marketing. Oui. C'est une faiblesse. Oui. Ça, il faut oser le dire. Alors, on va donc revenir, n'est-ce pas, sur ce plateau. On va revenir sur ce plateau. Ouais. Quand je dis on va revenir sur ce plateau, c'est de revenir. Là, je commence à partir déjà très loin. On va donc revenir, c'est pour vous dire qu'on va donc revenir au chevet de nos différents thèmes qui caractérisent bien sûr ce numéro de l'émission de ce jeudi 9 janvier. Alors, monsieur Camara, j'ai commencé par introduire effectivement
effectivement que des cas d'incendie, franchement, qui inquiètent les citoyens. Et depuis, je dirais d'ailleurs, l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, il y a pas mal d'autres cas d'incendie qui ont été enregistrés ça et là, dans l'incendie domestique, mais également au niveau des marchés et par-ci par-là. Souvent, il y a eu d'ailleurs une conjoncture, je dirais, une conjoncture de feu que nous avons enregistrée à un moment donné, parce qu'aucun jour ne passait sans qu'on le soit au courant ou sans qu'on le soit informé d'un cas d'incendie sur le pays. Alors vous avez un regard scientifique par rapport effectivement à ces questions. C'est pourquoi nous vous appelons aujourd'hui. Non seulement vous nous décrivez d'où peut-on vraiment, ou à quoi peut-on vraiment imputer les causes, n'est-ce pas, de des cas d'incendie répétés, mais également les pistes des solutions afin que vraiment nous soyons à l'abri de ce fléau. Bien. Les incendies à Conakry, en Guinée, d'une manière générale, on dit en bon français, c'est Byzance. Quand on dit c'est Byzance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une profusion, on est dans une spirale d'incendie. Donc le fléau, c'est une épée de Damoclès qui est sur la tête de tout le monde. Et cette spirale-là, cette pléthore d'incendies a des causes multiples. Vous savez, quand les catastrophes, quand les fléaux persistent, c'est un bon prétexte pour les dissertations, pour les rhétoriques, pour les gros discours. Et là, chacun propose son hypothèse. Certains vont dire, ah non, s'il y a trop d'incendies, c'est la manifestation la plus évidente de la colère divine. Ah, Dieu s'est fâché contre nous. Première hypothèse. Selon d'autres interprétations, non, c'est le gouvernement qui est en faute. C'est le gouvernement qui ne travaille pas bien. Donc chacun se livre à ses dissertations, à ses interprétations. Mais sur le plan scientifique, il faut faire une analyse. Quand un scientifique fait une étude, il essaie de voir, attention, ça, ce qui s'est passé en Guinée ici, et c'est la première fois que ça se passe dans le monde. Non. L'histoire nous dit, non, ce n'est pas la première fois. En France, au XVIIIe siècle, chaque semaine qui se passait, il y avait au moins 3-4 incendies graves à Paris. Au XIXe siècle. Très bien. L'histoire nous dit aussi, attention, qu'il y a eu une ville. Là, on rentre maintenant dans les considérations d'ordre religieux. Parce qu'un scientifique, il touche à tout. Vous dites, ah, voilà, sur le plan physique, qu'est-ce que la chimie nous dit, qu'est-ce que la physique nous dit sur le plan incendie, mais qu'est-ce que les textes religieux disent? Si vous lisez le Coran, de la première à la 114e sourate, vous allez trouver un chapitre qui parle d'incendie. Si vous lisez les évangiles, il y a une partie qui parle des incendies. Si vous lisez le Talmud sont les interprétations, les commentateurs, les commentaires de la Torah. La Torah, c'est le livre de Moïse. Donc ces trois livres religieux, la Torah, le Coran, les évangiles, sont unanimes que les incendies peuvent être une manifestation de la colère divine. Ça, c'est pour les religieux. Et dans quel cas ces textes-là se réfèrent? Ils disent que historiquement, il y a eu un problème quelque part dans le monde. Des incendies à répétition, les gens n'ont pu rien faire, et cette ville-là a fini par disparaître. Vous avez entendu parler de la ville de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est cité et dans le Coran, et dans les évangiles, et dans la Torah, et dans le Talmud. Dans tous les textes religieux. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? C'était la capitale de la Palestine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu avait donné à l'Antiquité une grande prospérité, on appelle ça en français une galette, une grande opulence à la ville de Sodome et Gomorrhe. C'était la ville la plus prospère du monde. C'était, disons, une sorte de paradis. Dieu donne tout aux Palestiniens. Et qu'est-ce que les Palestiniens font? Ils tournent le dos à Dieu. D'après les textes religieux, ils ont tourné le dos à Dieu, alors que Dieu les a tout donné. C'est écrit dans une sourate dans le Coran, surtout Kawsara. Kawsara, ça veut dire quoi? L'abondance. Dieu dit dans le Coran, Kawsara, c'est Allah qui vous donne tout. Il faut vous soumettre à moi, il faut accomplir tout ce que je vous demande de faire. Et qu'est-ce que les Palestiniens ont fait? Ils ont tourné le dos. Dans Sodome et Gomorrhe, ça a été la capitale du péché. Il y avait toutes sortes de malédictions là-bas. Les gens, ils faisaient de l'adultère, il y avait du vol, du viol, du n'importe quoi. Ils sont partis, je ne sais pas si vous avez entendu un mot français où on dit la sodomisation. C'est dans un dictionnaire, c'est un dictionnaire. Sodomisation, ça veut dire que c'est l'action de sodomiser. Sodomiser, ça veut dire quoi? Faire des rapports sexuels avec des animaux.
je prends une chaîne, je fais les rapports avec une chaîne, c'est la sodomisation. Ça, c'est écrit dans les dictionnaires. Et le mot est parti de quoi? De la Palestine, de Sodome et Gomorrhe. Parce que les Palestiniens sont partis jusqu'à faire ça. Alors Dieu était maintenant au comble de la colère. Il envoie le feu par étapes. Sodome a été brûlé systématiquement. Ça, c'est écrit dans tous les livres d'histoire. Et dans tous les livres, dans tous les écrits bibliques. Sodome a été brûlé. Après, Dieu a fini de brûler Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé? Tsunami. Parce qu'il y a la mer Noire qui est à côté. Il y a un tremblement de terre qui a fixé son épicentre dans la mer Noire. La mer maintenant s'est ruée sur la Palestine. On appelle ça dans la science géologique le tsunami. Il y a une tsunami qui a ravagé après les incendies. La ville a disparu. À l'heure actuelle, pour nettoyer. Il n'y a rien. Cette ville a disparu. Les Écritures saintes disent Dieu peut se mettre en colère si vous tournez le dos. Maintenant, en philosophie, il y a un philosophe qui dit si le système de valeurs tombe, l'homme se réfère à 3 choses. 1. La drogue, la violence et le sexe. Et si vous vous référez à ces 3 éléments, Dieu se met en colère. Et là, les philosophes sont d'accord dessus. Maintenant, sur le plan scientifique. Alors, donc, les religieux sont d'accord, ça peut arriver. Sur le plan scientifique, les scientifiques disent s'il y a des incendies à répétition, il faut qu'il y ait un triangle, qu'on appelle un triangle de feu. Tant qu'il n'y a pas ce triangle de feu, il n'y aura pas d'incendie. Le triangle de feu, ça veut dire quoi? 1. Vous savez, le triangle a 3 côtés. C'est une figure géométrique qui a 3 côtés. 1. Il faut qu'il y ait un combustible. C'est-à-dire une matière qui peut brûler. Tout à fait. 2. Un comburant. 3. Une source de chaleur. Dès que les 3 rangles-là sont réunis, l'incendie est inévitable. Ça peut se faire n'importe où. Et en Guinée, c'est quand tu fais des recherches, on voit il y a des situations, comment je vais appeler ça, potentiellement problématiques, où les gens sont à 2 doigts des incendies, où le triangle est en train de se former. Donc, 1. Le comburant, c'est quoi? Le combustible, c'est quoi? Le premier côté, c'est quoi? Le combustible, c'est quoi? C'est une matière qui peut brûler. Le bois, le tissu, le charbon, tout matériau qui peut brûler, c'est un combustible. L'essence, le gasoil, tout matériau qui peut brûler, c'est un combustible. Donc, on a déjà ce premier élément-là en Guinée. Deuxième élément, comburant. Le celui dit le comburant, il est quoi? C'est le dioxyde. Le dioxyde, ça veut dire quoi? L'oxygène O2. Il est partout. Oui. Il y a l'oxygène partout qu'on respire. Oui. Donc, on a l'oxygène partout et on a des combustibles en Guinée à Conakry partout. Le troisième élément pour fermer le triangle, c'est quoi? La source de chaleur. Et en Guinée, il y a 3 familles de causes. Quand j'ai fait l'analyse, j'ai vu qu'il y a 3 familles de causes qui créent cette source de chaleur-là pour que l'incendie se produise en Guinée. Les 3 premières familles, c'est quoi? C'est les feux d'origine technique. Ça, c'est là où l'électricité entre en ligne de compte. Court-circuit, surchauffe de machin, dès qu'il y a un matériel qui chauffe trop, il y a un court-circuit, il y a des problèmes. Oui. Si la ligne électrique n'est pas bonne, ça peut provoquer aussi une étincelle, un départ de feu. Donc, sur le plan technique, les conditions là aussi sont réunies en Guinée. Mais deuxième famille de sources de feu, c'est quoi? C'est les feux d'origine humaine. Feux d'origine humaine, ça veut dire quoi? L'imprudence, l'ignorance. Quand quelqu'un prend la cigarette, il peut jeter ça quelque part. Ou bien à Madina, vous avez comme ce qui s'est passé à Madina. Quand vous faites des enquêtes, les gens vont dire non, ici, le départ du feu, il y avait des bonbons, des bouteilles à gaz qui sont accumulées n'importe comment. Alors que les bouteilles à gaz, c'est des explosifs. C'est le combustible. Bouteilles à gaz, c'est des explosifs. Donc, 2, à Madina, vous avez ce problème-là, ce qui s'est posé, et en Guinée, vous avez le 3e élément, c'est quoi? La 3e famille des causes, c'est la cause qu'on appelle cause naturelle. Le soleil, la température. La cause naturelle du feu, l'origine du feu. Oui. Ça, c'est quoi? La foudre peut provoquer ça en bourse. Oui. Il y a les combustions qu'on appelle les combustions spontanées. Vous avez l'herbe qui commence à pourrir, le méthane se forme,
Le méthane CS4, dès qu'il se forme, ça pourrit, il y a la fermentation. Les chimiques disent quand il y a fermentation, le méthane se forme, le méthane c'est CS4. CS4 en contact avec l'oxygène de l'air. Ça fait quoi CS4? Ça veut dire c'est le feu qui se forme tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'allumettes là-bas. Vous n'avez pas besoin d'allumettes. Donc en Guinée, nous avons toutes ces 3 familles-là qui sont réunies. Donc ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. La fatalité, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un destin, ce n'est pas une force de destin contre laquelle on est impuissant. On peut arrêter ce fléau-là, cette spirale-là. Et là, nous rentrons dans les propositions de pistes de solutions. On peut le faire. D'accord. Et comment? Bien. Alors, pour arrêter cette spirale-là, on a dit que du départ, il faut un triangle. Pour casser le triangle, il faut un triangle. Il faut superposer, il faut créer un autre triangle. D'accord, parallèle. Parallèle. Okay. Superposé. Okay. Alors, quel est ce triangle-là? Il faut créer 3 organismes. 1. La prévision. 2. La prévention. 3. L'extinction. En Guinée, c'est l'extinction seulement. Les sapeurs-pompiers, avec des moyens très médiocres, heureusement, a poussé un peu le bouchon et a commencé à les équiper. Oui. J'ai des contacts très fréquents avec les sapeurs-pompiers. Je ne suis pas voir les directeurs généraux. Je dis, je suis prêt à vous former pendant au moins 1 mois pour vous utiliser. Et quelle a été tout de suite... Mais quand j'ai vu leur flotte, c'est misérable. Voici des gens qui doivent partir combattre. Ils vont, quand vous avez un ennemi qui utilise l'arme nucléaire, toi tu vas avec un fusil de chasse, c'est ridicule. C'est ridicule. Un feu qui se produit en Madina. Vous savez, les feux sont plusieurs classes. Oui. Les feux sont différents. Hein. Oui. Il y a des feux de classe A, de classe B, de classe C, de classe D, jusqu'à de classe F. Ils utilisent, pour tous les feux, ils utilisent l'eau. Ils n'ont que ça. Ils viennent avec des fourgonnettes comme ça, ils tentent. Alors que l'eau s'utilise quand on a affaire à un feu de classe A. Il s'agit des matériaux solides qui brûlent. Les chimistes disent, il faut un feu, ça c'est un feu de classe A, il faut utiliser l'eau. Si vous avez affaire à un feu de matériaux qui est parti de matériaux qu'on appelle des matériaux liquides, comme l'essence, le gazole ou l'huile, quand c'est comme ça brûle avec ça, n'envoyez pas de l'eau. L'eau ne peut pas suffire. L'eau ne peut pas suffire. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des produits pour ça. Comme on appelle ça, il y a des produits chimiques qui sont spécifiques pour ça, qu'on appelle les poudres. Pour éteindre. Vous envoyez l'eau, mais vous envoyez les poudres. Mais même la mousse, le savon peut éteindre. Okay. Maintenant, quand vous avez affaire au feu de type C, là, ce n'est pas les matériaux, c'est les matériaux solides, ni les matériaux liquides, c'est les matériaux gazeux qui s'enflamment. Là, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sable. Le gaz, il faut utiliser le gaz. Là, c'est quel gaz? C'est l'anhydride carbonique CO2. Est-ce que les pauvres sont peurs comme ils ont ça? Ils n'ont pas ça. Et dans un coin comme le marché, j'ai vu le marché de Madina brûlé. Ouais. J'ai vu là, vous avez tous les types de feux ici. Qui type sont A, réunis. Type B, type C, les bonbons de gaz. Vous avez le gasoil, le sas, les bouteilles de massacre en feu. On dit à côté, il y a un camion de tissu de friperie. Donc, vous avez matériel solide, matériel gazeux. Vous avez des feux de divers natures. Vous avez un cocktail de... Et ces gens-là viennent avec une fourgonnette, avec de l'eau, avec des pompes, oui, pour éteindre un feu de classes diverses. Donc ces gens-là, on doit les équiper avec force. Il faut qu'ils viennent avec une machinerie lourde dans certaines situations. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé à Medina? Les pauvres pompiers viennent avec leur petit matériel. Les gens, on les jette des pierres, on leur chasse. Ah. Difficilement, ils sont rendus là-bas. J'ai des relations avec eux. Oui. Difficilement, ils sont rendus. Vous avez les embouteillages inexorables à Konaka avant de se rendre là-bas. Malgré les sirènes, les gens, ils ne laissent pas la circulation. Oui. Ils viennent en retard, ils arrivent en retard, on les lapide. Les jette des pierres. Oui. Les pauvres se retournent. Donc, en Guinée, on a des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les 3 structures-là. 1, structure de prévention. 2, structure de prévision d'abord. Pour prévoir, pour anticiper. Ah, attention, c'est une zone potentiellement problématique. On trouve les causes. La prévention, maintenant, la structure de prévention va s'occuper de comment empêcher s'il y a incendie. Le plus souvent, il n'y a même pas d'indication, des étiquettes d'indication, souvent au niveau des magasins, au niveau, en dehors de... Même, il y a aujourd'hui des bouteilles de gaz, des boutiques de gaz qui existent, mais il n'y a aucune indication.
aucune formation préalable pour le client qui arrive, n'est-ce pas, se procurer, n'est-ce pas, de ces bouteilles de gaz. C'est extrêmement important. Parce que ça, c'est dans le cadre de la prévention. Il y a un autre aspect, M. Camara, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Il y a 2 jours, il y a l'incendie dans un pays aux États-Unis, là. Ça fait 2 jours à Los Angeles. On n'arrive pas à éteindre ça et pourtant, c'est des gens qui sont équipés. Ça, c'est quelle sorte de feu? Le feu qui est aux États-Unis. Ça fait 2 jours, 3 jours maintenant. Hein. C'est ça. Et c'est Los Angeles ou San Francisco, quelque chose comme ça. San Francisco, Los Angeles. C'est quel type? Le périmètre. Est-ce qu'il y a une usine qui a pris feu? Parce que San Francisco, ce n'est pas la bourse. J'étais à San Francisco, je sais, il n'y a pas la bourse là-bas. Donc, ce n'est pas un feu de type B ou de type A. C'est certainement un truc industriel. Parce que San Francisco, il n'y a pas une seule, comme on appelle ça, à part les jardins. Je ne connais pas, il n'y a pas de forêt là-bas. C'est impossible, c'est pas possible. Et pourtant, ça fait 2 jours. Hein, c'est à Los Angeles, pas à San Francisco. À Los Angeles. Mais il faut savoir où le feu est parti. Est-ce que c'est un immeuble qui a pris feu? Est-ce que c'est une usine? Est-ce que c'est un centre culturel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut connaître d'abord les circonstances du feu pour savoir c'est quel type, c'est quelle classe. Oui. Bon. Mais vous savez, les Américains, oui, parce les que Français... à entendre, monsieur Camara, moi je comprends très bien. Ouais. Tout d'abord, c'est de connaître la nature de l'incendie. De l'incendie, la casse de feu. Et là, en ce moment, les solutions alternatives par rapport au cas d'incendie peuvent... Ouais. Au fait, on ne peut pas avoir l'unicité d'une solution par rapport aux différents cas d'incendie qui existent. Sauf que malheureusement, dans la tête de beaucoup de Guinéens, y compris nos téléspectateurs qui nous regardent, on pense que quand il y a feu, il faut tout de suite de l'eau. Oui, il y a une chose aussi, il ne faut pas oublier, il y a une chose aussi, c'est que parfois quand il y a un incendie, les gens appellent les pompiers viennent en retard, ils estiment que ces gens-là viennent en retard. Donc dès qu'ils arrivent, les gens commencent tout de suite à les lapider. Ils ont trouvé que la maison, voilà, on ne leur fait pas confiance, ils ont trouvé que le truc est déjà brûlé, donc les gens sont énervés, on les lapide. C'est ce qui se passe. D'accord. Monsieur Camara, on va juste marquer une petite pause avec vous, parce que c'est tellement important, cet entretien, j'espère que les propositions qui sont aujourd'hui en train d'être faites par vous, ces pistes de solutions que vous êtes en train de parler, le tout tourne autour, franchement, d'abord d'une très très bonne formation, c'est-à-dire avoir une très très grande expertise en matière d'identification et de définition des types d'incendie. C'est extrêmement important au niveau des soldats de feu qui nécessitent forcément, n'est-ce pas, des formations, étant au plan local, mais également aller, n'est-ce pas, suivre des formations ailleurs pour revenir. Ça, c'est un. Deuxièmement, la logistique, mais également une très bonne sensibilisation au sein, n'est-ce pas, des populations par rapport, effectivement, à comment on appelle, aux véhicules, aux véhicules qui sont censés, franchement, aux équipements d'ailleurs, qui portent les sapeurs-pompiers, mais notamment ce qu'on appelle l'urbanisation, c'est-à-dire c'est de tenir compte, je veux parler de l'accessibilité, n'est-ce pas, l'accès facile dans les zones, le plus souvent, parce que la construction anarchique, je le dis sous le contrôle, il l'a souvent dénoncé ici, pas plus tard que la dernière fois, je crois le mardi, on en parlait quand il y a un garage sur la chaussée. Donc, il y a ça, l'occupation anarchique et la construction anarchique peut aussi empêcher, constitue des facteurs d'empêchement, n'est-ce pas, de prise en compte des cas d'incendie par endroit. Alors, on va se rendre à New York, précisément au chevet de nos compatriotes. Et M. Mamadou Saliou Diallo, ici présent sur ce plateau, est le président de la communauté guinéenne de New York. Alors, M. Diallo, comment vous allez, une fois encore? Je vais très bien. Tout d'abord, avant de répondre à la première question, vous aurez un commentaire à faire par rapport à l'intervention de M. Camara. Mais dites-nous dans quelles circonstances vous avez été élu et présentez-nous un peu le bureau de la communauté guinéenne, n'est-ce pas, de New York. Bon, en ce qui concerne ce que le doyen vient de nous exposer ici, je pense que ça nécessite que des doyens pareils parlent souvent pour donner des informations. C'est pourquoi nous l'avons invité. Si, voilà, évoqué l'intention de donner des formations, mais s'il n'y a pas d'appui aussi, il n'y aura pas où prendre action avec ce qu'on a appris. Donc, cela nous pousse à interpeller l'État de vraiment revoir cet aspect et faire ce qui est nécessaire. Et avec l'appui de leurs expériences, on peut facilement trouver des solutions. Nous leur encourageons de vraiment continuer sur ça et de parler souvent. C'est pourquoi elle a accepté de sortir. Lui-même, il a proposé de passer ici. Voilà. Maintenant, avant tout d'abord, j'ai vécu pendant 22 ans aux États-Unis
Donc vous comprendrez que le français n'est pas comme vos français. Non. Ça arrive. Voilà. Donc, moi, je n'ai fait qu'une semaine à New York. Ok, donc je voudrais souligner ça. Oui. Tantôt, vous comprendrez les conjugaisons ou les autres. C'est pas grave. Les pronoms là vont aller de façon Et anglophone. il nous a appris, Oui. il est là heureusement, qu'il n'y a de communication que de ce qui est compris. Pas la façon dont on communique, mais la façon dont on s'efforce pour faire comprendre. J'espère. Grand maître. Maintenant, en ce qui concerne la communauté guinéenne de New York, Oui. Comme vous le savez, les États-Unis sont constitués de 50 États. Maintenant, chaque État ou régide des Guinéens, ils ont des organisations. Maintenant, on a le CGE encore, le Haut Conseil. Maintenant, comme vous le savez, New York est l'État, disons, le plus important des États-Unis, non seulement pour nous les Guinéens, mais pour même les Américains, parce que c'est là-bas où se trouve la ville financière. Et donc, en New York, on a ce qu'on appelle la GICA, c'est-à-dire Guinean Community of America. C'est-à-dire c'est l'organisation mère, l'organisation qui parle au nom des Guinéens, qui défend l'intérêt des Guinéens devant l'autorité américaine et qui se pose en intermédiaire entre l'autorité guinéenne et la communauté À travers guinéenne. l'ambassade. Voilà. Donc, cette organisation a existé pendant plusieurs années, mais c'est en 2015 qu'on a reformé, qu'on a réorganisé des élections. Maintenant, depuis 2015 à nos jours, il y a eu 3 présidents, et je suis le 4e depuis 2015. Et nous nous sommes tenus le 2 juin 2024. Donc nous sommes pratiquement aux 6 ou 7 premiers mois depuis l'élection. Et comme vous le savez aussi, à New York, il y a beaucoup d'autres organisations de caractère régional, voire même préfectoral, où les associations, les organisations là sont très puissantes en termes d'argent. Comme la GICA, c'est l'organisation qui fédère ou l'organisation mère qui peut vraiment venir devant l'autorité américaine parler au sein de la communauté guinéenne. Mais on a d'autres organisations qui sont vraiment puissantes en termes d'argent, où nous sommes vraiment obligés de vraiment fédérer toutes ces organisations-là pour que nous puissions travailler ensemble. Et ce n'est pas facile pour le moment, parce que disons que vous êtes de l'organisation du Manding et vous avez tout ce que vous avez besoin avec eux là-bas, en cas d'urgence, en cas de cérémonie, quoi que ce soit, ils sont là. Donc ils se disent, bon, Manding me suffit, hein, l'autre organisation là, bon, ça ne me dit pas grand-chose. Mais en termes juridiques, c'est cette organisation seulement qui peut venir à la mairie de New York, voilà, ou aller à l'ambassade pour parler au nom des Guinéens. Donc on a ce challenge d'abord pour faire adhérer vraiment la communauté guinéenne, de vraiment dans son ensemble. Voilà, dans son ensemble, de soutenir cette organisation, parce qu'on a compris l'intégration de tout un pays au sein des pays étrangers. Il faudra une organisation très forte qui peut vraiment défendre l'intérêt de ses compatriotes pour avoir du voix auprès des élus américains. Et c'est ce que nous sommes en train de pousser aujourd'hui pour que la communauté guinéenne, à travers cette organisation, est vraiment reconnue, est vraiment appréciée, tout en collaborant avec maintenant les entités américaines, les entreprises, et voir maintenant nos organisations de base. Et depuis notre élection, on a fait quelques activités et on a d'autres activités que nous projetons. Mais et tout récemment, après les salutations des 4 régions, on a organisé ce qu'on appelle le flag raising. Cette année fait 2 ans maintenant, à travers un de nos compatriotes qui a des relations au niveau de la mairie de New York, à travers
ces relations, on a pu célébrer notre indépendance à la ville de Manhattan, où le maire même participe aux montées de nos couleurs. On monte le drapeau guinéen pendant 10 jours à la ville de New York pour célébrer l'indépendance de la Guinée. Et cette fois-ci, on avait eu le Ça, c'est où, à l'ambassade que vous avez fait, que vous avez monté? Non, à City Hall, c'est-à-dire à Manhattan, devant l'un des bureaux de la mairie de New York. Okay. Donc, ça, c'est un atout que nous devons vraiment saluer. Parce qui donne de la visibilité quand même à la Guinée. Voilà, parce que les gens se posent la question, c'est quoi ce regroupement? On leur dit, bon, nous sommes des Guinéens, c'est notre indépendance. Ça, cette année fait la 2e année. Et à part ça aussi, on a organisé des fêtes dans des différents États. On avait organisé aussi notre investiture le 8 septembre. On avait eu beaucoup de cadres guinéens qui ont vraiment participé à cet événement. Et peut-être pour une première fois, ce regroupement de toute la communauté guinéenne était vraiment représenté. On avait honoré la Guinée forestière en portant leur tenue forêt sacrée. Et tout récemment, on a organisé notre premier salon d'emploi aussi. Et au sein de la communauté guinéenne, ça n'a jamais été organisé. Et heureusement, il y a une participation que nous-mêmes, nous n'attendions pas. Parce qu'on a une participation de plus de 500 jeunes Guinéens, et voire même d'autres étrangers qui ne sont pas guinéens, qui ont participé à ce salon d'emploi, qui consistait vraiment aussi à faire appel aux entreprises américaines de vraiment venir chez nous, venir à la communauté guinéenne. Ouais. Parce qu'on a des Guinéens qui se trouvent dans des différentes filières. Mais des fois, avoir un boulot n'est pas si facile. Bien Surtout sûr. Si tu n'as pas les bonnes connexions ou bien si tu n'es pas en règle de préparer tes CV, des fois tu te vois refoulé. On a organisé cette fois-ci que les entreprises viennent nous trouver et heureusement on avait eu 7 compagnies, y compris NYPD, la police new-yorkaise, qui a vraiment appuyé cet événement et qui nous ont fait même comprendre que oui, à travers même le NYPD, il y a beaucoup de secteurs que nous pouvons vraiment en bénéficier sans même être police, mais il y a d'autres secteurs où nous pouvons vraiment travailler. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Guinéens qui travaillent à la police new-yorkaise. Et ils sont venus, ils ont vraiment apprécié l'idée, l'invitation qu'on leur a donnée de venir vraiment assister à la communauté guinéenne. Mais bon, comme vous le savez, le Guinéen, il est un peu pressé. Beaucoup se disent, ah non, nous sommes venus, on devrait avoir le boulot le tel jour, le même jour. Vous avez comprendre, hey, ça c'est une première d'abord. Ça n'a jamais été organisé à la communauté guinéenne. Et c'est des procédures. Et Ismaël, moi j'ai une question encore pour Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez fait 22 ans aux États-Unis, précisément à New York. Oui. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps avant d'organiser ce que vous avez organisé là? Parce que quelque part, si vous avez encore commencé tôt, est-ce que ça ne leur pas donné une autre image aussi à la Guinée? Parce que c'est important. Oui. Pourquoi? Bien sûr. Bon, moi je viens d'être élu. 22 ans, il est aux États-Unis, mais il n'a pas fait 22 ans à la tête de l'organisation. Il n'a pas fait à la tête, mais pourquoi pas maintenant? Oui, l'initiative devrait venir, l'initiative sans parler à sa place, l'initiative devrait venir de ses prédécesseurs. Voilà, aux prédécesseurs, mais chaque président vient avec son agenda et qu'est-ce que vous voulez faire. Et deux fois, même si vous n'êtes pas à la place de contrôle, vous pouvez envoyer une idée sur la table. L'administration peut ne pas prendre en considération. Donc, raison pour laquelle, moi, vraiment, qui m'a poussé même de venir présider cette grande organisation. Parce que je me suis rendu compte que l'intégration de la communauté guinéenne était très faible. On ne nous connaît pas. Ouais. Vous sortez au dehors, vous dites que vous êtes Guinéen, on vous demande c'est où la Guinée. Il faut que tu dis, oh, c'est à côté de la Côte d'Ivoire, bien côté du Sénégal, pour qu'on te repère. Et je me suis dit que on a des compatriotes qui ont vécu une quarantaine d'années aujourd'hui aux États-Unis. C'est le bon moment maintenant qu'on s'intègre de façon sociale et économique pour que nous puissions vraiment laisser quelque chose à nos enfants qui sont des Guinéens américains. On ne peut pas juste continuer de faire des petits boulots
et espérer avoir des voix devant les institutions américaines. Donc il nous faut bien s'intégrer. Nous avons vu d'autres nationalités devenir des sénateurs aux États-Unis. Exactement. Nous avons vu d'autres devenir des députés aux États-Unis. Il y a même des Guinéens sénateurs, si je peux même. Vous connaissez Didier Fall? Didier Oui, Fall, je connais il a son Charles. enfant qui est dans l'Assemblée de New York. À New York. Je Et connais on ça. prend toujours l'exemple sur lui. Et Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Parce que, oui, non, c'est bon, une question. Qu'est-ce que vous faites en ce moment avec tout ce que vous êtes en train de vivre, les Guinéens de la Haute Guinée, Moyenne Guinée? Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour réunir tout ça, pour que ça soit dans le même panier? Et d'abord, c'est d'avoir des projets en commun. Comme je l'ai toujours dit, j'aimerais que chacun de nous voit au-delà de leur préfecture, au-delà de leur région. C'est-à-dire, ayons des activités ou des projets qui reflètent à l'ensemble de la communauté guinéenne. Comme j'avais dit à certains des compatriotes, tu viens du Manding, mais tu ne représentes pas le Manding. Tu viens du Fouta, tu ne représentes pas le Fouta. Tu viens ici, tu représentes la Guinée. Oui. Si tu es prêt pour ça, on travaille. Si tu n'es pas prêt, tu peux rester de l'autre côté. Mais j'aimerais vraiment qu'on promouvoie l'unité nationale. Et tout récemment, j'ai eu une initiative où nous avons commencé au niveau des côtés religieux. Et l'idée, c'est quoi? C'est appeler les imams, avoir un groupe de travail avec eux, pour qu'au moins on ait un imam qui vient du Manding, qui ait le courage d'aller dans une mosquée du Fouta, diriger la prière du vendredi. Un imam du Fouta aller à la mosquée du Basse-Côte, diriger une prière de vendredi. Je veux que ça commence à partir de là-bas, parce que si les imams s'unissent, eux, facilement, ils peuvent promouvoir. Les fidèles, bien sûr, vont suivre. Les fidèles vont s'unir. Et nous voulons vraiment organiser une conférence religieuse avant le Ramadan cette fois-ci, et je voudrais que ça soit de façon collective. Nous l'organisons chaque année, mais c'est de façon régionale. Pour cette année, nous aimerions organiser de façon générale que l'ensemble des imams organise une conférence religieuse et appelle toute la communauté guinéenne. Et je pense qu'à partir de là-bas, chacun pourrait être un ambassadeur au sein de leur communauté, mais pour promouvoir l'unité des Guinéens vivant à New York. Ça, c'est l'une des stratégies que nous voulons mettre en place. D'accord, ça, ce sont les perspectives. Mais si nous prenons parmi vos activités, vous avez parlé, n'est-ce pas, du salon de l'emploi. D'entrée de jeu, vous avez dit que l'idée, c'était non seulement pour aider aux Guinéens, non seulement de s'intégrer, mais également attirer des investisseurs, n'est-ce pas, sur le pays, mais un pays qui reste méconnu, n'est-ce pas, par bon nombre d'investisseurs américains. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la stratégie que vous utilisez afin que, n'est-ce pas, ces investisseurs-là puissent avoir le courage de venir en Guinée, et surtout dans une zone qu'ils ne connaissent pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui, nous sommes en train de vendre l'identité de la Guinée à travers notre branding. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir, parce que là, c'est encore un moyen sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire connaître le pays. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça aussi? Bon, à ce niveau, il y a des steps, c'est-à-dire des phases. En première position, avant de pousser un étranger de venir en Guinée, l'idée... Est-ce qu'au niveau du salon, c'est des opportunités en Guinée que vous exposez à travers quel support? Et comment vous faites, quoi? C'est de ça que je veux savoir. Concernant le salon? Oui, concernant le salon de l'emploi. Bon, ce salon d'emploi, premièrement, consistait à aider les Guinéens d'abord qui sont à New York d'accéder à certains emplois. Et comme vous le savez, tout récemment, on a eu beaucoup de Guinéens qui sont allés là-bas. Ils commencent à avoir leurs papiers de travail. Et ce salon d'emploi nous a permis de savoir comment les catégoriser pour leur assister vraiment à s'intégrer et les réorienter. Maintenant, à travers les conférences qu'on va faire, c'est à partir de là-bas maintenant qu'on va projeter des initiatives qui vont venir en Guinée et pousser maintenant les étrangers de venir investir. Mais avant que les étrangers ne viennent, notre objectif primaire d'abord, c'est de pousser les Guinéens d'abord qui sont là-bas, qui ont de l'expérience, qui ont de l'argent,
de venir investir dans leur pays. À travers ce qu'on vient de lancer, on a lancé un recensement tout récemment, de recenser les Guinéens par profession ou par filière. On a des Guinéens qui sont des docteurs, des ingénieurs. On a même des Guinéens aujourd'hui qui travaillent à Pentagone, qui ont vraiment d'expérience. Mais ils ne viennent jamais en Guinée. Et pourquoi? C'est la question maintenant que nous nous posons. Raison pour laquelle on a commencé de faire ce recensement et échanger avec eux. C'est quoi vraiment le problème? Parce que si vous prenez les pays asiatiques, les gens se posent la question comment les pays là se développent si facilement et si vite. C'est simple. Ils prennent leurs enfants qui étudient à l'Occident, ils les ramènent au pays pendant les vacances, ils leur poussent à travailler dans des différents départements de façon volontaire. Donc ils prennent l'éducation qu'ils ont eue aux États-Unis, ils le ramènent peut-être en Inde ou en Pakistan, ils enseignent, ils travaillent de façon volontaire dans des différents départements. De fur et à mesure que cela continue... L'amour du pays s'installe. Voilà. Oui. Les gens et là... les Ghanéens aussi ont commencé. Exactement. Maintenant, c'est ce que nous voulons pousser. Maintenant, on a des ingénieurs aux États-Unis. Ils viennent ici, de temps en temps, ils se familiarisent avec les réalités de la Guinée. Et boum, demain, un projet sort de l'État, sort concernant l'ingénierie. Est-ce que ce Guinéen-là n'est pas priorité d'avoir ce projet qu'un autre individu? Par exemple, un Sénégalais ou un Burkinabé. Une autre nationalité. Vous voyez, c'est ce Guinéen qui doivent être privilégiés à avoir ce projet. Parce que lui, quand il a ce projet, il va non seulement employer des Guinéens qui sont ici en Guinée, mais il va aussi contribuer à travers son expérience qu'il a vécue aux États-Unis pour participer au développement local et durable du pays. C'est notre projet, c'est notre primaire, c'est notre objectif primaire. Maintenant, quand cela serait abouti, ça serait maintenant plus facile qu'un Guinéen qui est ami à un Américain de lui dire, bon, hey, je viens de décrocher un projet chez moi en Guinée et j'ai besoin de l'argent. Le projet coûte 20 millions de dollars, je n'ai qu'un million de dollars, viens, on va travailler en Guinée. Déjà, il y a la confiance. Les deux se sont connus aux États-Unis. Il y a la confiance entre eux. Tout à fait. Monsieur Camara, vous avez déjà contribué, vous avez commencé de travailler en Guinée. Vous savez un peu maintenant l'environnement. Vous connaissez un peu l'environnement. Vous comprenez? Donc ça va vous pousser de convaincre certains de vos amis étrangers de venir avec vous et d'investir dans le pays. Parce que eux ne connaissent pas certaines réalités du pays, mais ils vous connaissent. Et vous connaissez aussi les réalités du pays. Si vous-même vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas maîtrisez pas, vous convaincre ne pouvez pas une autre encourager personne. d'autres à venir. Oui. Donc ça aussi, c'est ce qui nous a poussé vraiment à lancer ce recensement tout récemment, avant même le... Mais il y a une chose aussi, Ismaël, si Abakar tu me permets. Junior, Abakar oui. Junior, Non, c'est oui, bon, si c'est tu bon, me permets. allez-y. Ah, ok. Non, il y a une mauvaise expérience que moi j'ai vécue aux États-Unis, ou bien on est en train de vivre avec la communauté noire aux États-Unis. Et quelles sont les dispositions prises dans ce sens-là? Je te donne un exemple. Marvin Gaye, Malcolm X, tous ces grands leaders noirs ont été fusillés, bousillés aux États-Unis. Quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour mettre fin à cette pratique-là? Dès qu'un noir sort sa tête et qu'il est tout de suite écouté par la communauté, 2 mois après, 1 mois après, 1 an, il est liquidé. Pourquoi est-ce que vous avez envisagé tous ces paramètres-là pour ne pas que ça arrive souvent? Le dernier en date, c'est Marvin Gaye en 84. Bon, et à ce niveau, il y a des choses qui se disent devant les médias, sur les journaux, mais en réalité, ça peut ne pas être les vraies raisons. Par exemple, si vous prenez Martin Luther King, il n'avait pas de problème avec les Blancs au début. Mais à la minute qu'il a commencé de parler de réparation, que les Noirs devraient en avoir, de côté financier, c'est là-bas tout est cassé. Donc, pour eux, tant que ça ne touche pas l'aspect financier, tout va bien. Mais de minute qu'ils te voient, tu es là en train de promouvoir, De défendre. la cause. le freedom financier, tu deviens un traître pour eux. C'est-à-dire tu deviens un danger pour eux.
Mais Marvin Gaye, par exemple, c'est son papa qui l'a liquidé. Si on revenait, parce que ce qui est important, ça, je pense que ça c'est une autre question qui n'est pas tellement rapport avec notre entretien d'aujourd'hui. On va trouver une autre émission pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous êtes porteur de projets, vous avez beaucoup de projets, mais quels sont vos rapports avec la représentation diplomatique en Guinée et quels sont vraiment, qu'est-ce que la représentation diplomatique fait pour la communauté guinéenne et pour vous appuyer dans vos différents projets? Avant tout, d'abord, je peux dire qu'on a des bonnes relations, mais nous voulons que ça s'améliore de plus. Parce qu'il représente l'État. Et il y a certaines réalités que je préfère me réserver là-dessus, mais... On peut les dire aussi autrement, pour pouvoir effectivement pousser ces autorités à faire face à leurs prérogatives vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Oui, et quand même, il y a des services qui doivent améliorer. D'accord. Et parce que là-bas, c'est un pays anglophone. Je vous donne juste un exemple. On a des parents qui n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école. Mais ils ont des enfants nés et grandis aux États-Unis, mais qui ne parlent que l'anglais. Maintenant, imaginez, vous avez besoin de laisser passer. Vous allez à la mission permanente ou bien à l'ambassade. Tous les formulaires sont en français. Est-ce que cet enfant peut assister leurs parents? Si le formulaire n'est pas en anglais, il ne peut pas lire et comprendre. Et fort malheureusement, le système du service clientèle, en général dans les pays francophones, je peux dire sont nuls. C'est la même chose quand vous allez en France. Le système service clientèle est presque nul. Donc, nous voulons... Est-ce que le service est nul en termes linguistiques ou quoi? Juste pour... vous assister? Vous assister. D'accord. Moi, je me dis que je suis aujourd'hui le président de la communauté guinéenne. Je suis leur serviteur. Je travaille pour eux. Et je pense que une confusion qui est quelque part, que beaucoup pensent, quand ils sont dans un gouvernement où ils travaillent pour le pays, ils oublient qu'ils sont là au service du peuple. Tu leur fais pas du faveur, tu travailles pour eux. C'est-à-dire, c'est à travers mes impôts qu'on te paye. Donc tu travailles pour moi. Donc quand je viens dans ton bureau, tu ne me fais pas, c'est-à-dire des privilèges. Tu fais ton travail. J'ai besoin d'explications, c'est ton devoir d'expliquer ça. Maintenant, d'autres pensent que quand je te demande d'informations, que tu me fais des faveurs. Cette idée doit changer. Donc on peut considérer cela comme étant, au-delà des difficultés de mettre ensemble aujourd'hui d'autres associations guinéennes au sein de la plateforme générale, on peut également citer, n'est-ce pas, ce côté administratif, c'est-à-dire ce rapport, c'est-à-dire difficile accès, n'est-ce pas, à l'assistanat, n'est-ce pas, de l'administration diplomatique vis-à-vis des concitoyens. C'est ce que nous a même poussé juste après notre élection, parce qu'on avait compris cela. On a eu beaucoup de plaintes, les gens qui disent qu'ils viennent là-bas pour des laissez-passer, il n'y a pas de communication, ils appellent au téléphone, ça ne répond pas. Nous, on a mis, ok, nous mettons la GICA encore au service de la communauté. Vous voulez des laissez-passer ou bien vous voulez faire des paiements pour vos passeports, venez chez nous. On va faire les applications, on vous donne le reçu. Maintenant, vous vous rendez à la mission permanente pour faire l'enrôlement et tout. Et de voir quand ça bloque, nous sommes obligés d'appeler le consul ou bien voir certains secrétaires vous dire « Ah, il y a tel cas qui se positionne, veuillez regarder cela ». Maintenant, on a mis la GICA à ce niveau et ça a amélioré beaucoup. Parce qu'on a assisté assez de gens de vraiment faire les paiements. Parce que, comme je l'ai dit, si le système est en français et que les gens là ne comprennent pas, vous ça souhaiterez devient... vraiment que les formulaires, les deux langues. Que les formulaires soient bilingues, c'est-à-dire anglais et français. C'est-à-dire c'est possible de le faire. Okay. C'est une volonté. C'est une volonté. Et le plus souvent d'ailleurs, pour travailler non seulement la représentation diplomatique, il y a deux langues, la langue administrative et la langue anglaise, qui sont souvent exigées
à nos diplomates. Et ça, je sais qu'il y a eu même des formations de mise à niveau en anglais à l'arrivée du docteur Moussanda au sein du département, et d'ailleurs qui change de nom en prenant en compte l'ensemble des valeurs des fils de Guinée. Je vais peut-être tout de suite, il y aura une question. Je sais que vous venez de prendre parmi vos perspectives. Qu'est-ce que vous prévoyez en tant que ressortissant guinéen de la communauté guinéenne de New York? Qu'est-ce que vous prévoyez pour participer au développement de la Guinée avec tout ce qui est en train de se passer? Et après ça, Bakar Junior va donc faire face à M. Camara pour la continuation de son intervention sur des pistes de solutions. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire les contributions pour le développement d'un pays se font à des différents steps. Je vous donne un exemple. Avant même que je ne sois élu à la tête de la GICA, l'année dernière, quand il y a eu l'explosion du dépôt, j'étais ici en Guinée encore. Mais étant en Guinée ici, avec quelques amis, on a initié des collections de fonds pour assister nos compatriotes ici. Là-bas, je n'étais même pas président. Donc, on a eu un peu d'argent. On a donné une portion au CGE, c'est-à-dire le Haut Conseil. Et à travers l'argent qui reste, on a fait des enveloppes. Nous sommes partis en ville. On a donné à une vingtaine de familles des enveloppes d'argent. Parce qu'on avait compris qu'il y avait beaucoup de dons, de matériel, du riz, tout à fait. Donc, on a jugé nécessaire de faire cela. Mais pour moi, ça, ce sont des contributions... C'est circonstanciel. Voilà, de short term. Je veux parler du développement. Ça a été un sursaut national parce qu'il y a eu un cas vraiment malheureux. Exactement. Qui a frappé donc nos concitoyens. Mais en termes de développement réel. En termes de développement, il faudra qu'il y ait des sens de collaboration d'abord. J'ai donné un exemple sur les transferts de compétences. C'est-à-dire qu'on pousse nos Guinéens qui sont là-bas, qui ont de l'argent, qui ont l'expertise, de venir s'associer au développement. Ça, déjà, c'est acquis. Et vers le mois de juin 2025, on va organiser une convention de 2 jours. Une des journées serait consacrée à faire des réunions et des conférences, des forums économiques, que nous le disons. L'idée, c'est quoi? C'est d'inviter certaines entreprises qui sont ici en Guinée d'aller participer à cet événement, les mettre en contact avec les entrepreneurs guinéens qui ont d'autres entreprises là-bas, de bien vouloir travailler ensemble. Si eux ne peuvent pas venir souvent en Guinée, mais s'il y a des collaborations sincères avec ceux qui sont au pays ici, ils peuvent vraiment travailler ensemble, parce que je me dis qu'une entreprise qui débloque des contrats ici en Guinée, forcément, il va employer des Guinéens. Donc, certaines contributions prennent du temps et ça doit être étudié. Nous ne voulons pas juste faire pour le faire, mais nous voulons faire de façon que ce soit durable et que ce soit concrète. Raison pour laquelle on va engager ces réunions et des sessions de travail pour vraiment savoir qu'est-ce que la Guinée a besoin. On ne peut pas tout savoir et tout résoudre, mais on peut au moins se focaliser sur un secteur. Hier, quelqu'un m'a fait savoir que dans toute la Guinée, on n'a qu'un seul médecin qui fait l'autopsie. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais imaginez. Professeur Assamba, vous voulez parler de ça? Peut-être celui. Médecin légiste? Vous voulez parler de médecin légiste ou de l'autopsie? L'autopsie. Ok, d'accord, l'autopsie. Il y a un autre nom en français? Non, c'est ça. Voilà. Maintenant, imaginez, si on a d'autres médecins qui sont dans ce domaine, ça nécessite très bien que ces gens-là viennent et qu'on organise des sessions de travail, comme a proposé le doyen ici. Maintenant, l'État doit s'engager à appuyer cela, soit fournir les matériaux, ou bien chercher des personnes ici, les envoyer dans les pays occidentaux pour qu'ils étudient et revenir et travailler. Et à travers la GICA, nous sommes prêts non seulement à chercher des ressources côté américain, les distribuer au sein de la communauté guinéenne là-bas, mais à les transférer aussi en Guinée. Mais on ne peut pas juste
vouloir résoudre certains problèmes sans savoir c'est quoi les vrais problèmes. D'accord. Monsieur Camara voulait tout de suite réagir. En attendant, Abakar Jino, vous allez revenir un peu sur la synthèse. Allez-y. Une petite réflexion. Ouais. Par rapport aux relations entre la Guinée et les États-Unis. Voilà moi ce que je vais proposer à M. Diallo. Merci. Vous savez, la Guinée, dans quelques années, sera le plus grand bassin minier du monde. Oui. Le plus grand bassin minier du monde. Maintenant, ça, ce n'est pas un journaliste scientifique qui parle. C'est un ingénieur géochimiste qui parle. Okay. Je connais ce qu'il y a dans notre sous-sol. Les Américains sont très friands de certaines matières premières que nous avons. Mais malheureusement, les Guinéens, on ne fait que le marketing de la bauxite et du fer. Il y a des choses qu'on a ici. Il y a des choses qu'on a dans le sous-sol. La Guinée, à l'échelle de prospection, si le ministre des Mines pouvait renforcer, augmenter la puissance, comme on appelle ça, la grandeur de l'échelle de prospection, on est à l'échelle 1/200 millième. Si on arrivait à l'échelle 1/100 millième, c'est-à-dire à chaque 10 km, on fait un forage. Pour le moment, c'est chaque 200 km, ce que les Russes ont fait. On a vu quoi? Beaucoup de bauxite, gisement de fer, bauxite, gisement de fer, l'or, le diamant, point à la ligne. Nous avons ce qu'on a dans le sous-sol et plus qu'on n'a pas vu encore. Il faut une échelle, une prospection à échelle plus grande, à échelle 1/100 millième. Il faut qu'on ait une puissance comme les Américains pour venir nous aider à voir ce qu'il y a dans notre sous-sol qui est différent et de la bauxite et du fer. Pour le moment, les Russes ont trouvé qu'on a des indices de terres rares. Les terres rares, c'est quoi? Si les Américains apprennent qu'on a des terres rares ici, ils vont tout abandonner pour venir s'installer en Guinée ici. Vous savez ce qu'il faut avec les terres rares? Avec les terres rares, on fait les écrans de télévision. Avec les terres rares, tous les éléments qui sont dans le téléphone portable, c'est les terres rares. C'est le seul métal qu'on peut utiliser. Et la Guinée, nous avons des indices, on a même des gisements de terres rares. Personne n'en parle. Et ça existe. Il faut, normalement, vous devez organiser un salon minier de la Guinée aux États-Unis. Vous appelez les investisseurs américains qui viennent voir que la Guinée a les terres rares, qu'on a le guano, qu'on a les matériaux qu'on appelle les matériaux de les roches carbonatées. Les roches carbonatées, c'est les roches qu'on utilise pour faire du ciment. Les grandes usines de ciment au monde, c'est le ciment Portland. C'est américain. Et on a du calcaire, pas seulement du calcaire, on a des gisements de calcaire, mais des gisements de la marne. C'est avec la marne qu'on fait du Portland. La Guinée a des grands gisements de marne. Le jour où les Américains vont apprendre qu'on a des grands gisements de marne ici, ils prennent leur avion, ils viennent chercher. Bien sûr. Ils sont partis attaquer au 18e ou 19e siècle, attaquer l'Amérique latine, jusqu'à pas sur le Chili ou le Nukaga, pour chercher le guano. Vous savez, l'Amérique, c'est le plus gros producteur, producteur d'agriculture du monde. La plus grande puissance agricole du monde, c'est les États-Unis. C'est à cause de quoi? À cause du guano. Les scientifiques américains ont découvert que le meilleur engrais naturel, c'est le guano. Parce que le guano, vous avez les nitrates, le phosphate et le potassium, c'est NKP. Et ça se retrouve dans un seul engrais qu'on appelle le guano. Vous avez, j'ai suivi à la télévision hier qu'il y a un bateau qui est venu en Côte d'Ivoire qui est chargé d'une matière d'engrais extrêmement dangereux. Rien que des nitrates, c'est dangereux pour un pays comme l'Afrique. Nous avons le guano ici. Personne n'en parle. Si vous montez un truc comme ça en Amérique, vous appelez des investisseurs, vous dites on a des diamants de guano ici. On a des roches, on a de la marne. Ils passent pas la nuit là-bas ce jour-là. Notamment les gens, l'usine Portland, c'est la plus grande usine de ciment au monde. Alors il faut faire un salon sur les mines aux États-Unis. Vous faites ça, c'est le plus grand marketing. Parce que moi, quand j'ai été aux États-Unis, j'étais invité, ils appellent ça les invités du gouvernement, on n'est pas en tant que journaliste. On est en train de causer, il y a un Américain qui me demande, toi, tu viens d'où? J'ai dit la Guinée. Il dit Guinée, j'ai tout fait, il n'a pas compris où ça se trouve, à la carte. C'est le Sénégal, non, le Nigeria, non. Il est à côté, il dit, c'est quand j'ai dit Guinée, Sékou Touré, bon, il s'est retrouvé. Voici comment l'Américain parce que les Américains font aucun effort pour apprendre la géographie des autres pays. Ils s'en foutent. Ils veulent que les gens s'intéressent à eux. Mais ils s'intéressent jamais. Donc c'est vous qui devez partir de montrer ce qu'on a. Très bien. Le gars me dit, vous, c'est la Nouvelle-Guinée. Les pays les plus barbares, les plus sauvages du monde. Les Papous, c'est la Nouvelle-Guinée. Il dit, vous êtes Papous? Il dit, non, moi je ne suis pas Papou quand même. Je suis Guinée. Bon, voyez, donc moi je vous invite
à monter un salon des mines. On est prêt à vous aider à montrer tous les éléments, les indices qui ne sont pas sur la carte géologique, qui sont gardés, qui sont sous nos terres. On va vous donner tous ces éléments. Vous partez avec, vous préparez un salon des mines. Là, ça va faire du bien à la Guinée. D'accord. Vous êtes libre, M. Diallo. Merci, doyen, pour la proposition et pour la disponibilité aussi de rendre service. Ouais. Et c'est très intéressant. Comme vous le savez, l'Américain, il te dit qu'il a besoin de ci, il croise. Mais l'Américain ne connaît que l'argent. Si c'est pas argent, regardez Trump. C'est à cause de son argent où il est aujourd'hui. Hein? Oui. Parce qu'il n'y a pas ici qu'ils n'ont pas fait pour ne pas qu'il ne soit pas réélu. Oui. Mais quand il a de l'argent, donc les choses ont marché. Maintenant, concernant ce que vous venez de dire, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années concernant l'autorité guinéenne et la population. Parce qu'avant, je vous donne un exemple, du côté New York, tu ne voyais jamais un ambassadeur. Mais ces dernières années, on a eu quand même un rapproche où les activités communautaires, ils viennent, on les voit partout maintenant. Moi, je dis que ça, c'est de l'amélioration. Mais nous devons vraiment diminuer les protocoles. Pourquoi je le dis? Tout récemment, à travers la GICA, on nous a invités à rentrer en contrat avec un des grands hôpitaux de là-bas, à New York. Ils ont des initiatives. Ils veulent aider les pays qui n'ont pas un système sanitaire développé, c'est-à-dire les pays du troisième monde. Mais donc on appartient au troisième monde là. Le tiers monde. Le tiers monde. Ah ok, le tiers monde. J'avais dit dès le début, mais français, on ne peut pas prendre ça en considération. Il a dit, il a prévenu. Merci monsieur le consul. Voilà, parce que moi j'avais prévenu. Il a prévenu. C'est pas étonnant. Voilà, donc l'idée c'est quoi? Ce grand hôpital, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas soigner ici en Guinée. Eux, ils vont nous assister à faire toutes les procédures nécessaires de faire évacuer ces malades-là avec une ou deux personnes qui vont l'assister. Leur soigner, prendre en charge de leur hébergement là-bas et des soins médicaux et leur faire revenir. Gratuitement. Tout ce qu'ils demandent, que ce partenariat soit signé avec l'ambassade. L'ambassade de la Guinée aux États-Unis. L'ambassade de la Guinée. Parce qu'il ne peut pas signer de type de partenariat avec une organisation comme la nôtre. Oui. Pour être honnête, jusque-là, nos autorités n'ont pas fait. Et vous ont dit pourquoi? Parce que pour eux, il y a trop de protocoles. Ils nous ont dit d'aller dire au directeur de l'hôpital, à l'arrivée du Premier ministre, à la 79e session des Nations Unies, on a invité le directeur qui est venu avec certains membres rencontrer le Premier ministre, le ministre, le Dr Maurice Sandan et tant d'autres délégations. Ils ont projeté le projet. Donc, les gens là nous ont dit d'aller dire aux directions de l'hôpital d'écrire une lettre d'intention adressée à la Guinée. Eux veulent nous aider. Oui, c'est protocolaire. Voilà, c'est raison pour laquelle j'ai dit diminuer le protocole. De diminuer le protocole. Oui. Mais parce il y a que le Sénégal je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, comment on appelle, dans certains cas, le protocole est indispensable. On peut peut-être se passer de certains éléments, mais il y a quand même d'autres éléments sur lesquels on ne peut pas négocier. Ça quand même, moi je pense que ça ne demande pas assez. Si l'hôpital est sérieux et a une très bonne intention, la rédaction, n'est-ce pas, d'un tel courrier ne demande pas assez de choses. Et une fois que c'est fait, peut-être qu'une délégation viendra. Parce que là, c'est État à travers une structure sanitaire.
Je suis tout à fait d'accord. Oui. Raison pour laquelle j'ai précisé que nous devons diminuer certains protocoles si réellement nous voulons entamer certaines collaborations avec les Américains. Parce que eux, dès que les protocoles sont intenses, ils continuent quelque part. Parce que eux, c'est le pragmatisme. D'accord. Tu as ce que tu dis, monte, on travaille. D'accord. Mais tu commences avec le système français. Le système anglais. Voilà, le système anglais, c'est du pragmatisme pratique. Okay. Le système français, aller de l'autre côté, rentrer dans l'autre couloir, revenir de l'autre côté, c'est la différence entre les deux. Très bien. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer aussi. Ça, c'est le système français. Donc, j'apprécie vraiment l'idée. J'apprécie vraiment l'idée, mais ça a tué beaucoup de projets en Guinée ici, avec ce système de protocole. Je vais être honnête avec vous. Ok, le protocole là, Junior, je sais que tu vas diminuer ça. Et moi, je passe par toi pour aller vers M. Camara, parce que nous tendons vers la fin de ce numéro. Et je pense que sur les pistes de solutions, recommandations rapidement, parce qu'il ne nous reste que 3 minutes, 4 minutes, parce qu'on doit clôturer normalement à 54. Oui. Essentiellement, on a compris les 3 conditions pour créer le feu. On a compris les 3 conditions pour solutionner. Et M. Camara parle de formation. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour former nos agents de la protection civile? Moi, j'ai déjà la volonté d'abord. Projet parce que j'ai dit le 3e cercle, c'est l'extinction. Prévision, premier cercle. 2e cercle, prévention. 3e cercle, le sapeur-pompier. L'extinction. L'extinction, il faut former les sapeurs-pompiers sur la physique du feu. Ils doivent connaître un ennemi, il faut le connaître. La physique du feu, la chimie du feu. Parce que le feu, chimiquement, c'est un élément abracadabrant. C'est extraordinaire. Tous les éléments du monde sont classés en 3 catégories. Les éléments solides, on nous enseigne ça à l'école. Il y a 3 états de la matière. Solide, liquide et gazeux. Le feu n'appartient à aucun de ces états. C'est extraordinaire. Tous les corps du monde, où il est solide, où il est liquide, où il est gazeux. Le feu n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux. C'est un élément chimiquement à part. Vous prenez le tableau de Mendeleïev, chimiquement, il est même absent là-dedans. On n'arrive pas à le classer. C'est quand les astronautes sont partis dans l'expédition Apollo, les Américains, avec Neil Armstrong, ils ont vérifié la composition du soleil. Quand ils ont vu le soleil, ils disent, ah ouais, le vrai feu, c'est ça. Ils sont descendus, Neil Armstrong a démontré par A plus B que le feu n'appartient pas à ces 3 états-là, c'est l'état plasma. Que le feu ne se comporte pas comme un gaz, ne se comporte pas comme un solide. Donc l'idée de feu, état plasma, est sortie de là grâce à la mission Apollo. Donc le feu, c'est un élément à part. Il faut que nos sapeurs-pompiers connaissent bien la physique et la chimie de mais comment ça se propage rapidement. S'ils ne maîtrisent pas ça. Donc moi, le cours que j'ai proposé, ça fait maintenant 6 mois, mais comme il a dit tout de suite, il y a des pesanteurs administratives très lourdes. Mais allez voir Général Bachir Diallo qui gère ce département. De toute façon... vous avez 1 minute pour le mot de la fin, monsieur. Bien. Maintenant, le mot de la fin, ça veut dire quoi? Je vais tout simplement dire que l'enjeu des sinistres, c'est un enjeu moral, un enjeu politique, un enjeu économique qui nous interpelle tous. Nous devons tous agir, pas seulement l'État, mais aussi les Guinéens, tout le public, nous devons tous agir. Sinon, on ne sortira pas de ce feu, on ne sortira pas de cette spirale. C'est impossible. Donc, il est important, les 3 angles que j'ai cités là, notamment la prévention. Il faut qu'on forme les 4. À part les sapeurs-pompiers, il faut qu'on forme, les journalistes, vous êtes là-dedans, dans ce qu'on appelle la prévention. Parce qu'il faut informer les gens sur les risques, sur le comportement à adopter pour éviter un incendie. Comment éviter un incendie? Et quand il y a un incendie, quel comportement adopter? Quels sont les comportements à risque? Il faut que la population soit suffisamment et les journalistes aussi ont besoin d'être outillés. Tout à fait. Voilà. Un mot, pardon, s'il vous plaît. Oui, vous allez vous terminer avec les invités d'abord. Monsieur Diallo, vous avez 1 minute aussi. Bon, je vous remercie pour cette opportunité. Et nous remercions nos autorités qui vous ont recommandé. Aussi. Oui, bien sûr. Mon cher frère, monsieur Sanassa, qui a vraiment été un appui pour moi, avant même que je ne sois ici aujourd'hui. Il m'a toujours
invité à chaque fois que je viens en Guinée ici. Il a même été aux États-Unis, il a fait des reportages. Nous le remercions et nous demandons aussi vraiment l'autorité guinéenne de nous assister à travers les projets que nous mettons en phase pour que ça contribue au développement du pays. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment contribuer aussi de notre part, comme avait dit JFK. Au lieu de te demander qu'est-ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi qu'est-ce que tu as pu faire pour ton pays. C'est ce que nous voulons faire. Merci, servir la population guinéenne. Merci, M. Mamadou Salihou Diallo. Vous avez quelques secondes seulement. Il y a la réalisation qui nous interpelle. Moi, je dis comme le président de l'association est déjà présent sur le plateau, c'est Hawa Kouyaté qui vient faire l'anniversaire de son papa, qui vous salue. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Hawa Kouyaté. Merci. Ma soeur, je la salue aussi. Ça diminue là. Voilà, le cri de l'autre côté. J'espère qu'il y a ce qu'on appelle tout un combat autour, n'est-ce pas, de la gestion du timing. Mesdames et messieurs, tout le plaisir donc a été pour nous au compte, n'est-ce pas, de ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma de ce jeudi 9 janvier 2024. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, merci aux chroniqueurs et aux consultants et pourquoi pas nos invités. On a parlé, n'est-ce pas, de la gestion des cas d'incendie et les pistes de solutions, mais également les activités de la communauté guinéenne de New York. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes.